Le 2 juillet 1982, le pilote d'un avion de la compagnie TWA volait tranquillement à 4900 mètres d'altitude et devinez un peu ce qu'il a dû signaler à la tour de contrôle à ce moment-là. Il leur a dit qu'il venait de croiser un homme assis sur une chaise de jardin. Et non, ce n'est pas parce qu'il avait été bien fourni par Servietsky quelques heures plus tôt, mais il venait bien de rencontrer un dénommé Larry Walters, camionneur américain qui venait de concrétiser son rêve de voler en attachant à sa chaise 42 ballons remplis d'hélium. Mais bon, pour se retrouver à cette altitude, il avait dû bien sous-estimer la poussée d'Archimède. Aujourd'hui, spéculation. Fast forward 2 ans plus tôt, quand c'était perdu d'avance à l'époque où je sortais une théorie claquée sur l'UJPK et le règlement, parce que c'est à ce moment-là que j'avais eu la première idée pour cette émission que j'ai appelée Spéculation. Et cette première idée, c'était de trouver via la science le nombre de ballons pour faire voler la maison dans là-haut. 2 ans plus tard, je suis toujours là, et aujourd'hui je vous fais ce petit tutoriel pour vous expliquer comment faire comme Carl Fredricksen dans le film. Voici donc comment faire décoller votre maison avec des ballons de baudruche en 3 étapes. Bientôt je change de vie, demain je change de vie. Sur ta liste de courses, voici le matos dont tu auras besoin pour mettre en pratique cette vidéo. 1. Une maison. 2. Une bonne grosse quantité de ballons de baudruche. 3. Des kilomètres de fil de nylon. Et enfin 4. Une bonne grosse quantité d'hélium. Bon, en réalité, le gaz qui a la plus faible densité par rapport à l'air, c'est le dihydrogène, pas l'hélium, qui lui est 2 fois plus dense et arrive donc que deuxième. Cependant, de 1, bien qu'il soit 2 fois plus dense, la force ascensionnelle de l'hélium est seulement 7% inférieure à celle du dihydrogène. Donc ça va. Et de 2, le dihydrogène est aujourd'hui formellement interdit pour gonfler des ballons du fait de sa forte inflammabilité. En témoigne par exemple la catastrophe de Zeppelin-Hindenburg en 1937, l'histoire d'un dirigeable allemand gonflé au dihydrogène qui transportait 97 personnes, qui a reçu une décharge électrique à l'atterrissage et qui a causé la mort de 35 personnes dans un incendie causé par le gaz. Du coup, dihydrogène trop dangereux, on prend bien de l'hélium. T'as ta liste de courses, mais bien sûr, avant que tu files chez Jiffy t'acheter tes ballons, on va parler quantité. Ouais, c'est à l'issue de cette partie que tu sauras combien de ballons t'as besoin pour faire voler ta maison. Pour ça, première question chez Père qu'on doit se poser, c'est quoi la masse d'une maison? Bah après avoir enquêté activement sur des forums et des sites internet, en checkant notamment ce qui compose une maison classique, à savoir le bois des façades, la toiture, les fondations, les revêtements, les isolants, les meubles, ouais flemme de détailler, en bref, j'estimerais pour la vidéo que la partie de la maison qu'on doit faire voler fait 100 tonnes. Du coup imaginons tu lâches cette maison de 100 tonnes à 1000 mètres d'altitude dans le ciel. Elle tombe bien sûr, et ça c'est dû à la force de pesanteur qui agit sur elle, force de pesanteur qui dépend de sa masse, et qu'on écrit donc P égale mg. Du coup maintenant t'as juste à caler une autre force pour l'équilibrer, faire en sorte qu'elle tombe plus. Et cette autre force, elle vient justement avec l'apparition des ballons. Yes, c'est bien cette force jaune qui fait voler la maison de Carl Fredricksen, et on l'appelle poussée d'Archimède. Petite parenthèse, c'est quoi la poussée d'Archimède? Bah tu l'observes de partout, aussi bien du glaçon flottant qui fond dans ton Skycoca à cet énorme iceberg qui flotte en Arctique. En gros la poussée d'Archimède c'est juste la force que subit un corps plongé dans un fluide, qu'il soit liquide ou gazeux. Ouais, dans le cas de nos ballons, c'est ce qui nous fait flotter dans l'air. En fait, puisque la pression de l'air diminue lorsque l'altitude augmente, et bah la force exercée par l'air sur la face inférieure du ballon est forcément supérieure à celle qui agit sur sa face supérieure. Et du coup l'effet cumulé sur toute la surface de l'objet, c'est une force verticale dirigée vers le haut. La poussée d'Archimède quoi. Pour connaître son amplitude, il y a une méthode classique. Il te suffit d'enlever par la pensée le ballon, et une fois ceci fait, il faut se dire que l'espace que l'hélium dans le ballon occupait est remplacé par un même volume d'air en équilibre mécanique, logique. Sauf que, dans la réalité, il y a bien un ballon rempli d'hélium, du coup la poussée d'Archimède c'est la force qui apparaît pour compenser le poids de cette terre qui ne peut pas être là, vu qu'à la place, il y a ce ballon rempli d'hélium. Ainsi, la poussée d'Archimède PA c'est rien de plus que le poids du volume d'air déplacé à cause de tous les ballons en présence. Voilà donc la physique qui permet à Carl Fredricksen de rejoindre les chutes du paradis. Et c'est maintenant qu'on fait les calculs, et pour ce faire, je sors le PFD. Bon, nous on veut que la maison monte, donc que son accélération soit positive, et pour ce faire, il faut bien que la force jaune soit supérieure à la force rouge. Maintenant, voici le détail de tous les paramètres de mon calcul, tu peux mettre pause si c'est ton kiff. C'est fini, plus qu'à faire tous les calculs sur cette ardoise. Ok. Je mets ça dans la calculette et je ressors avec ça. Yes, avec mes estimations, je trouve qu'il faut non pas 20 622 ballons comme dans le film, mais bien plus de 7 837 237 ballons à Carl pour soulever sa maison et réaliser son rêve de rejoindre les chutes du paradis. Pause. Reste encore, il y a une partie 3, à la fin je te dis le coup de la manip et aussi je conclue l'épisode. Le monde dort, bientôt je me casse vers le sud.
Première barrière, les lois. Ouais, je sais, déjà emmener un scout en Amérique du Sud sans l'accord de ses parents dans sa maison, c'est assez thug, mais bon, y a un autre point. La maison de Carl fait 100 tonnes. Où je veux en venir? Eh bah, le film se passe aux US, et après avoir consulté les lois aux US concernant les permissions de vol, on observe les choses suivantes. Les objets autorisés à voler sans permission sont les ultralight aircraft qui qualifient les engins volants non motorisés de moins de 70 kg et les engins motorisés de moins de 115 kg. Évidemment, la maison de Carl ne rentre pas dans cette catégorie, et la tour de contrôle ne peut donc pas l'autoriser à voler comme ça. C'est d'ailleurs la même pour Superman et ses 112 kg ou encore Iron Man et ses 153 kg. Et notons que, en consultant de plus près le site de la Federal Aviation Administration, on remarque que, pour voler en toute légalité, Carl aurait pu faire rentrer sa maison dans les Operating Amateur Built Aircraft après certification qui regroupe les véhicules volants dont la majorité des pièces ont été assemblées et créées par la personne dans un but récréatif. Deuxième barrière, les lois physiques cette fois, et j'ai retenu que 2 points principaux. Déjà, on a exclu l'aspect décrochage de la maison par rapport à ses fondations qui se produit pourtant dans le film. Et ouais, ça paraît impossible de faire ça avec seulement nos 8 millions de ballons. Mais sachez par exemple qu'on peut observer ce phénomène de décrochage des fondations avec des vents à 190 km/h, autrement dit des vents à 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui a une échelle allant de 1 à 5 mesurant la force des ouragans. Mais bon, après cette info est pas très utile parce qu'avec de tels vents ta maison elle finira totalement en kit. Mais bon, après moi je suis surtout là pour donner des pistes, donc au calme. Ah mais non, je te promets, je fais rien d'illégal. Maintenant, deuxième point, une fois la maison décrochée de ses fondations, quand on monte en altitude, notre système n'est pas stable. Et ouais, comme on le voit avec la loi des gaz parfaits, les masses volumiques et les pressions des gaz évoluent avec l'altitude. Et je peux rajouter qu'en étudiant les lâchers de ballons d'hélium, un truc qui se fait souvent dans les mariages par exemple, les ballons se dilateraient tellement sous la pression qu'ils pourraient éclater avec l'altitude. Parce que ouais, à partir de 10 km d'altitude, apparemment, chaque ballon pourrait avoir quadruplé de volume et leur résistance serait donc bel et bien compromise. Troisième barrière, et c'est une des plus importantes, c'est le coût de la manip. Déjà pour le prix des ballons, j'ai enquêté activement sur Cdiscount et j'ai remarqué que tu pouvais pécho 100 ballons pour 7€, donc 548 600 € pour tous nos ballons. Bon, ça commence déjà à faire hyper cher, mais bon, avec un prix de gros pour nos 7 millions de ballons, ça peut le faire. Maintenant, on focus sur l'hélium. Déjà, faut le savoir, c'est un gaz qui a pas mal été utilisé dans l'industrie, et bonne nouvelle, après l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Ouais, sous nos pieds, à l'intérieur de la Terre, il est produit en continu et en très grande quantité, genre environ 17 millions de mètres cubes chaque année, donc large de quoi satisfaire les 110 000 mètres cubes dont on a besoin pour faire voler notre maison. Mais mauvaise nouvelle, le problème, c'est qu'une très grande partie de cet hélium s'échappe dans les hautes atmosphères et se perd dans l'espace, et au final, il nous en reste pour nous les hommes qu'une petite quantité emprisonnée qui s'accumule dans des gisements. Et sachez que la très grosse partie de ces gisements de gaz naturel se trouve principalement aux États-Unis. Genre le gisement principal il est situé au Texas et il contient à lui seul 1 milliard de mètres cubes d'hélium. Pause. Bon, en vrai là je voulais parler de la pénurie mondiale d'hélium parce que j'ai lu dans des articles qu'au rythme où on va on pourrait avoir épuisé les stocks en 2050, mais après j'ai trouvé d'autres articles sur la situation et au final je suis plus embrouillé là-dessus qu'avant d'avoir lu tout ça. Mais en gros ce qu'il faut savoir là-dessus c'est que les US ont bien le monopole avec 80% de la production mondiale, mais qu'on découvre encore aujourd'hui des gisements et aussi qu'on progresse en technique. Toujours est-il que ce qui ressort globalement c'est que c'est une ressource naturelle donc rare et utile et qu'il faut la préserver, donc l'économiser. Bref, cette rareté de l'élément couplée à la demande toujours grandissante fait que forcément c'est de plus en plus cher. Bon, je pense qu'au stade de la pénurie les idées de Carl elles auraient été bien refroidies, mais bon, s'il voulait quand même faire son stock d'hélium pour ses ballons, au prix actuel j'ai trouvé du 0,25 m3 à 35 € sur Amazon. Ça coûterait donc à Carl plus de 15 millions d'euros en plus des ballons pour réaliser ce rêve. Donc ouais, pas ouf comme somme pour un retraité américain, d'autant que les retraites aux États-Unis, là aussi beaucoup de problèmes à ce niveau-là ces dernières années. Ok, ouais j'avoue j'en fais trop avec la partie 3 là. J'espère néanmoins que vous avez kiffé l'épisode. Maintenant moi je m'en vais pour 2 mois histoire d'étudier la poussée d'Archimède des Mr Freeze et des glaçons dans les whisky coca, le tout dans le but de revenir avec plein d'idées pour la rentrée. Et en vrai qu'on se le dise, on oublie la partie 3 parce que ce que nous apprennent vraiment les films comme là-haut, c'est que si t'as un rêve, le mieux c'est de l'imaginer et de le mettre en forme, de travailler dur pour l'atteindre, et même si tout se passe pas comme prévu, d'aller quand même au bout de son rêve. Ouais, au final je crois que quand on fait quelque chose, faut faire comme Larry Walters, faut pas trop penser aux conséquences. Göteborg out.